On est là en fait pas forcément pour faire de la théorie ou quoi que ce soit. On est là tout simplement pour partager avec vous ce moment-là, ce qu'on a vécu en tout cas pendant le théâtre. Et je vous présente Philippe qui est le metteur en scène. Bonsoir, rebonsoir. Merci beaucoup, merci. Et Laetitia qui est psychologue clinicienne et qui est avec Epsilon, l'association Epsilon, qui travaille aussi également au CHU de Nantes. Moi-même, Lara, musicothérapeute, pareil, chez Epsilon. Donc on est là, on a juste envie de voir un petit peu. Donc ça va être un débat assez spontané, assez improvisé. Et ce qui va nous intéresser le plus, c'est votre avis à vous, ce que vous avez pu vivre pendant ce spectacle, et ce que vous pensez de la condition féminine et masculine également. Donc commençons peut-être par ça. Est-ce que ça a été déjà? Est-ce que vous avez apprécié? Comment dire? Nous, on est là par rapport à un ami qui jouait ce soir. D'accord. Voilà. Merci déjà à la troupe parce qu'on a passé un moment extraordinaire. C'est pas forcément quelque chose qu'on appréhende au quotidien. Voilà, à part le vivre aujourd'hui à travers cette représentation. Moi, pour ma part, en tout cas, ce qui m'a vraiment, ce qui m'a choqué, pas choqué, mais ce qui m'a marqué, c'est la scène avec les deux clowns qui racontaient l'histoire de la femme battue, en fait. Et ça m'a un peu... C'était fort. Ouais, c'est assez puissant quand même. Voilà. C'est pour ma part, en tout cas. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, un peu moins cette scène, justement, peut-être parce que ça m'a interpellée. J'ai beaucoup apprécié le jeu des acteurs que j'ai trouvé juste. Avec la musique aussi, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espace, que c'était très bien rythmé, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Après, sur le fond, ça faisait un peu cliché, forcément, puisque... on parle de la condition de l'homme et de la femme. Donc après, le débat est ouvert. Oui, effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde où nous, les femmes, avons beaucoup de mal à prendre toute notre place, forcément. Moi, au niveau de mon travail, par exemple, je travaille avec des médecins, des manips, et... finalement, ce sont que des hommes qui sont médecins et manip, et puis les secrétaires, c'est que des femmes. Donc, c'est compliqué. Et on voit au quotidien, même si effectivement, au niveau salaire, on travaille avec des gens intelligents qui nous payent correctement, mais malgré tout, on voit quand même que dans le quotidien, par moment, il y a une condescendance qui n'est pas de mise entre les hommes. Ça, c'est clair. Voilà, donc aussi, on peut parfois dire que le milieu est comme ça, mais je pense qu'on a notre part de responsabilité, nous les femmes, dans la mesure où c'est à nous de nous dresser et de ne pas se laisser malmener comme ça. Voilà, donc à méditer. D'autres témoignages? Oui, moi j'ai beaucoup apprécié tout le spectacle, toute la diversité des propositions sur ce qui était à dire. Une des scènes, évidemment, comme homme, qui m'a interpellé, qui m'a intéressé aussi, c'était celle de celui qui demande à sa maman alors, dis-moi, maman, ça va pas là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être robuste et en même temps fragile, c'est contradictoire. Bon, alors ça, je me sens un peu dans cette condition d'homme, parfois bousculé, et donc le regard que je porte parfois sur les femmes, il est un peu, je me sens un peu égal dans ce sens-là, parce que je sens qu'elles aussi ont besoin d'être robustes, et elles sont plus capables, certainement que nous les hommes, de montrer ce qui est fort dans la fragilité. Parce qu'en fait, la fragilité peut aussi révéler beaucoup de force. Voilà. Mais j'ai été très, très, très bouleversé aussi, intéressé, choqué, mais bien choqué. Et ça fait du bien. Voilà.
Bon. Merci. Moi, je crois que la scène qui m'a le plus parlé ou touché, finalement, c'est la scène où il y avait les papiers avec les, comment dire, les injonctions un peu de la société, comme avec finalement un décor minime et juste des acteurs qui lisent 2 mots. Et tout est dit finalement. Je trouvais que c'était très très fort et que c'était extraordinaire parce qu'en plus sur les papiers, il y avait un panel énorme de toutes ces injonctions et qui nous posent problème, que ce soit aux femmes, mais que ce soit aux hommes aussi en face de ce qu'ils attendent ou de ce qu'ils craignent, etc. Et je trouvais que en cette scène-là, il y avait énormément de choses qui étaient dites sur la condition féminine, sur la société, sur la condition masculine, etc. Enfin, je trouvais que c'était très très fort. Moi, je voulais vous dire merci, parce que j'ai trouvé que c'était des électrochocs, avec en plus effectivement de toutes ces scénettes, ces sculptures, des musiques, des choix musicaux qui, du coup, moi, m'ont fait traverser beaucoup d'émotions. La révolte aussi, par rapport à, on en parlait avec Laetitia, mais à nos professions, des choses qui du coup sont parfois banalisées, et je trouve que là elles ont été mises en exergue, et du coup aborder la perversion sociétale, à travers cette question de la condition des femmes, j'ai trouvé ça un effet de coup de poing. Et pour revenir sur ce que disait Madame tout à l'heure, c'est aussi de notre responsabilité que d'en faire quelque chose, et prendre conscience aussi finalement que cette condition de femme, elle continue à être bien abîmée. Et ça fait du bien, effectivement. Ça fait du bien de reprendre un peu conscience de pas mal de choses. Parce que les clichés, finalement, c'est tellement... comment ça s'infiltre partout, à tel point qu'on est dans une forme de banalisation du mal, de ce mal-là, quoi. Merci. Merci à vous. Puis j'ai envie de dire qu'à partir du moment où on identifie quelque chose comme un cliché, c'est un peu un piège. Parce que du coup, on a tendance à dire cliché, donc on le met de côté. Il ne faut surtout pas faire dans le cliché, mais il faut faire dans l'original, absolument. Mais c'est vrai que s'attarder sur les clichés, c'est aussi une manière de s'attarder des fois sur des choses qui sont de l'ordre des fondamentaux, on va dire, par rapport à l'histoire en fait, des sociétés, l'histoire humaine. Voilà. Bon. Comment ça se fait qu'un metteur en scène homme s'intéresse autant à la condition féminine? Et qu'est-ce que tu voulais envoyer qu'est-ce que tu voulais envoyer comme message? Alors déjà, envoyer un message, ça je ne sais pas trop. En général, quand je crée un spectacle avec mes élèves ou mes collègues, en général, ça part toujours d'un coup de cœur, quelque chose qui me semble essentiel, qui m'habite pendant plusieurs mois, voire même pendant plusieurs années. Donc, je ne veux surtout pas être un juge ou un redresseur de tort. Je m'en garderai bien, même si des fois, je donne toujours mon point de vue. Et puis, un spectacle, après tout, c'est toujours un parti pris. Et ça, moi, je l'assume totalement. Mais... bon, en tant qu'homme, ça me semblait, comment dire, en tant qu'homme, en tant que personne, je crois que ma propre émancipation, j'ai le sentiment en fait que ma propre émancipation passe aussi par l'émancipation féminine. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire comme ça spontanément. Donc après, je pourrais décrire aussi tout un parcours personnel, effectivement, que je ne ferai pas parce que voilà. Hein. Mais en tout cas, voilà, tout un parcours d'homme qui a été confronté à des injustices, des interrogations, des injustices criantes, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport au monde du travail, par exemple, et au salaire. Alors ça, c'est un truc... voilà, avant de faire ce métier, j'ai eu l'occasion de travailler en entreprise, même d'avoir une entreprise un jour. Et effectivement, les rapports hommes-femmes étaient des rapports toujours de domination. Alors, avec des emballages, hein, on va dire... voilà, pas forcément désagréable, hein, mais voilà, on cultive cette forme de domination. Voilà, et c'est effectivement quelque chose qui est là, et on ne sait plus des fois pourquoi d'ailleurs. Et puis voilà, puis tu ressens des fois voilà, tu as des interrogations en tant qu'homme aussi. C'est quoi un homme?
Parce que finalement, c'est un peu ce que pose le spectacle, hein. C'est quoi un homme, c'est quoi une femme? Donc, quand tu as le sentiment que finalement, la culture qu'on te donne quand tu es gamin est une culture qui est assez pauvre, finalement, qui t'enferme justement dans des clichés. L'homme qui va au service militaire, qui doit faire la guerre, qui doit être viril, qui ne doit pas pleurer, qui ne doit pas montrer ses sentiments. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, par exemple, que je vis aussi en tant que prof de théâtre. J'ai très peu d'élèves hommes. J'ai plus d'élèves femmes que d'élèves hommes. Voilà. L'homme se doit de garder ses sentiments et pourtant dans les vestiaires des mecs, il n'y a pas toujours que des discours machos. Il y a aussi de la tendresse, il y a aussi de la sensibilité, il y a aussi des larmes, il y a aussi beaucoup de doutes, mais un doute qu'on cache énormément. Donc voilà, il y a l'envie en fait de se libérer. Pour résumer, hein, je ne veux pas monopoliser la parole, mais l'envie en fait de se questionner pour s'émanciper, pour se libérer en fait de tout ça, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de le dire quand même, mais j'ai le sentiment que, en plus, c'est très d'actualité par rapport à tout ce qu'on vit actuellement. Et je suis personnellement assez peiné de voir que là où il devrait y avoir un débat, mais quasiment quotidien, actuellement, on nous sert effectivement une soupe infantilisante et assez surréaliste. Là où il devrait y avoir de la réflexion et de l'échange. Donc voilà. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans la question qui est femme, qui est homme, j'ai trouvé intéressant qu'au tout début, c'était les femmes qui demandaient à l'homme c'est quoi une femme, c'est qui une femme, et à la fin, on se retrouve avec un homme qui demande à sa maman qui est une femme, c'est quoi un homme finalement. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin de l'autre pour savoir qui on est? Je répète. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'autre pour savoir qui on est? Merci. Je pense que malheureusement, on a quand même besoin de curseurs. Et quand on est, on va dire, tout petit, etc., on va se caler sur des images, sur des modèles. Il y a le non-dit qui travaille aussi, même si on ne parle pas. Et ce qu'il faudrait, en fait, c'est casser, effectivement, depuis le début, tous ces curseurs. Et ça demande... voilà, c'est une révolution. Ça démarre à l'école. Il n'y a pas si longtemps qu'on a arrêté. Et encore, je ne suis plus très au fait, mais les livres dans les maternelles, j'ai 3 enfants. Le dernier, il ne l'a pas vu, mais le premier, il a vu les livres avec les tâches attribuées à une petite fille et les tâches attribuées à un petit garçon. Si c'est dans les livres d'école, on ne peut pas renverser les curseurs. Donc, et tous ces cadres-là, on grandit avec, c'est ces petites gouttes-là, c'est le modèle des grands-parents, comme l'expliquait très bien, le démontrait très bien Stéphane. Voilà, c'est dans cette évolution, il faudrait tout casser dès le début, et c'est vrai que c'est long. On peut y arriver. On compte toujours sur la génération d'après. Et voilà, je pense que avec l'ouverture d'esprit des gens de plus en plus, en tout cas aujourd'hui, on va vers quand même une ouverture d'esprit sur des modèles familiaux, etc., qui sont différents. Peut-être qu'on arrivera à casser justement ces stéréotypes figés dans les bouquins d'école, quoi. Il y a aussi, moi, quand je t'écoute, tu parles de modèles familiaux, mais il y a aussi finalement ce qui arrive après, parce que parfois, même en tant que parent, on essaye d'apprendre une ouverture, d'apprendre à ses enfants quelque chose, justement, d'aller au-delà de ces clichés-là, etc. Mais parfois, une fois que l'enfant il arrive à l'école et qu'il se confronte finalement à ce qui se dit dans les autres familles, à ce qui se dit en tout cas au sein des enfants, et ben là il y a autre chose qui s'apprend aussi, et puis le parent a pas toujours la maîtrise de ça. Ça peut être aussi compliqué, en tout cas. Je confirme. Ça montre en tout cas à quel point on est dans une construction culturelle. C'est-à-dire que l'homme n'est pas déterminé par sa biologie, comme la plupart des animaux sur cette terre, mais déterminé par la culture. Et du coup, la culture, on n'a en plus pas de bol, c'est qu'il n'y a que 2 sexes, jusqu'à preuve du contraire.
Et donc ça établit un peu dans un ordre établi justement qu'il y a un rapport de domination, parce que quand on est deux, on voit bien, hein, c'est toujours comment il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est une question de sexe, cette question de dominance, ou de rapport de domination. Il y a des femmes qui dominent des hommes et des hommes qui dominent des femmes, et que c'est un combat un peu perpétuel parce qu'on est deux, et qu'il manque presque un tiers là-dedans, un troisième qui pourrait peut-être un peu casser cette dualité là où parce qu'on voit finalement, on a effectivement les femmes subi tout un temps une forme de répression, on va dire, et puis il y a des tentatives de courants féministes, certains en tout cas, qui estiment que finalement c'est à nous de prendre la main, et puis qu'on va pourrait dominer les hommes. Alors que finalement, est-ce que c'est ça qu'on veut? Voilà. Et est-ce qu'on casse les clichés? On veut pas ça? On veut ça? Non, je réagis un petit peu parce que c'est vrai que dans le mouvement féministe, il y a effectivement plusieurs... Non, mais j'ai dit certains. Hein. Oui, voilà, plusieurs façons J'ai pas dit effectivement tout, ça. d'organiser la réflexion. Et c'est vrai qu'il y a des mouvements féministes qui, par exemple, qui sont non mixtes. Tu faisais allusion peut-être à cela. Alors je ne sais pas si effectivement ici, par exemple, dans cette salle, il y a éventuellement des personnes qui militent dans ce type d'organisation. Pour avoir mené une réflexion et puis pour avoir côtoyé aussi voilà, différents types de populations, différents types d'organisations et de mouvements, voilà, pour ma curiosité, ma connaissance personnelle, je ne veux pas parler à leur place, mais c'est vrai qu'une femme qui est soumise au diktat en fait, de l'homme peut ressentir aussi à un moment donné le besoin de se retrouver avec d'autres femmes simplement pour échanger justement sur sa condition, je dirais, aliénante, sans être emmerdée, si je puis dire, par des hommes qui parfois prennent beaucoup de place. Il suffit des fois de voir le temps de parole, je vais faire gaffe d'ailleurs. On va le calculer. D'ailleurs, c'est les hommes qui ont commencé à prendre le micro. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut paraître assez violent, mais voilà, des fois, c'est justifié. J'ai l'impression, en tout cas. Du coup, je voulais revenir sur ce qu'on parlait. On parlait de la famille et des parents. Je pense qu'il y a... Enfin, ça, c'est mon expérience, en tout cas, qui parle. J'ai l'impression qu'il y a une part importante aussi... de responsabilité au niveau des parents, en fait. On parlait de l'éducation nationale, c'est un fait. Mais je pense qu'il y a aussi les parents qui ont souvent un manque d'ouverture. Ils ont leur vécu, ils ont leur expérience, ils veulent la transmettre. Et parfois, ils ont cette sensation d'avoir un devoir. Je pense qu'il y en a un, effectivement. Mais il y a aussi, je pense, un devoir de laisser l'enfant devenir qui il doit être. Et ça passera par les parents, ça passera par l'école, ça passera par sa vie, par ses chemins, par les chutes qu'il va rencontrer forcément. Et voilà, moi en tout cas, j'ai eu ces parents qui veulent bien faire et qui veulent trop bien faire et qui veulent dire ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce que doit être l'enfant dans cette petite boîte, comment il doit réagir avec les autres. Et voilà, beaucoup de stéréotypes partent de cette éducation primaire et je pense que voilà, c'est déjà quelque chose qu'il faudrait arriver à faire, c'est que les parents puissent se dire tous oui, mais je n'ai pas la vérité et je peux me tromper. Voilà, juste ça. D'ailleurs, les parents le parlent pas forcément, ils le transmettent juste en étant eux. Enfin, finalement, les clichés qu'on peut transmettre, c'est simplement parce que l'enfant il va observer sa mère ce qu'elle fait, son père ce qu'il fait, comment les rôles sont déterminés dans sa propre famille. Et puis effectivement, avec parfois des reproductions, parfois pas. Hein, parfois, il s'oppose à ça. Ce qui est compliqué, c'est que c'est pas qu'il y ait des rôles qui existent ou qu'il y ait certains déterminismes qui existent, c'est de le sexuer, ce rôle. C'est-à-dire que pourquoi ça serait la femme qui devrait faire ça, l'homme qui devrait faire ça. Pourquoi simplement, si on aime faire ça, on le fait. Et pas parce qu'on est un homme ou une femme qu'on se met à le faire, finalement. C'est ça qui manque à notre société, finalement. On met du sexe partout. On met du féminin ou du masculin sur les statuts, sur les rôles, sur ce qu'on doit faire, pas faire.
Et est-ce que ça, c'est pas par exemple déjà au tout début, quand le petit garçon ou la petite fille demande à la société, enfin à ses parents, à l'école, à la société, la différence entre un petit garçon et une petite fille, et où on répond au petit garçon ou à la petite fille, et ben le petit garçon il a un zizi, la petite fille en a pas. Avec ceux n'en a pas qui d'emblée instaure quelque chose de il est au-dessus, il a quelque chose en plus. Et c'est quand même une question que moi je trouve intéressante parce que je pense que d'emblée les choses elles sont assez faussées quand on dit que la moitié de l'humanité n'a pas quelque chose et que l'autre l'a. On part mal déjà. Puis on a fondé toute la psychanalyse là-dessus quand même, faut le rappeler. Hein, Gwen? Parce que du coup, cette question de celui qui l'a et celle qui ne l'a pas. D'ailleurs, c'est celui qui l'a et celle qui ne l'a pas. Et donc, du coup, il y a un manquant et un qui serait en pleine possession de quelque chose que les autres chercheraient à avoir. Finalement, c'est vrai que nous, on courrait après, alors ce que Freud a appelé lui le phallus. Il mettait pas le mot zizi là-dessus, mais beaucoup de conceptions psychanalytiques partent de ce principe-là et cette différenciation-là. Après, il y a une évidence, c'est qu'il y a une différenciation sexuée, biologique. Mais effectivement, moi, je sais que ma fille, quand elle me demande c'est quoi la différence entre les garçons et les filles, je lui dis ton frère il a un zizi et toi t'as une zézette. Mais je lui dis pas qu'elle manque d'un truc. Mais je me rends compte que je lui dis ça en fait. J'aurais pu lui dire toi voilà t'as rien ou je sais pas quoi, mais effectivement je me rends compte que je dois sans doute y faire attention sans en avoir vraiment pris conscience, de pas lui dire qu'il lui manque un truc. Après, est-ce que ça changera quelque chose en fait? Je ne sais pas. Alors justement, est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce que la problématique vient justement de cette différence? C'est un petit peu aussi ce qu'on essaie culturellement de nous faire comprendre, j'ai l'impression. C'est le fait d'avoir un zizi, le fait de ne pas en avoir, ça justifierait ce rapport de domination. Moi, je me suis... humblement, je ne suis pas archéologue ni prof d'histoire, mais je me suis penché quand même sur cette question au fil des siècles. J'ai essayé de prendre de la distance et des fois, ça fait du bien d'ailleurs. Et je me suis dit que déjà, historiquement, alors si on remonte plusieurs milliers en arrière, la femme était pour les tribus, un bien précieux. C'était plus qu'un être humain. D'ailleurs, vous avez même des tribus qui ont édifié des statues, je dirais, qui étaient extrêmement féminines, parce qu'elles représentaient le seul moyen pour une tribu de se reproduire, d'assurer, on va dire, la survie de cette tribu. Et je vous passe les détails sur les enlèvements de femmes entre tribus, etc., les pactes signés de paix en fonction du nombre de femmes vendues ou redonnées, etc., etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de peur ancestrale qui remonte à plusieurs milliers d'années et qui part du principe que la femme, sans la femme, l'homme, effectivement, n'est rien, n'existe pas, et que l'organisation sociétale ne peut pas, en fait, perdurer. Et finalement, si on prend, par exemple, des textes religieux, comme la Bible, par exemple, on se rend compte que, d'accord, on peut expliquer les choses par des images, etc., mais déjà, je trouve que ça fausse énormément la vision que l'on peut avoir, justement, de l'histoire réelle, je dirais, de l'humanité. Quand on parle d'Adam et Ève, la façon dont on va placer Ève par rapport à Adam, etc., etc., je pense que ça contribue grandement, non seulement à nous fausser la réflexion, notre réflexion et à notre capacité à pouvoir nous émanciper, hommes et femmes, mais aussi ça contribue à faire ce que moi j'appelle du révisionnisme historique. C'est-à-dire à ne plus comprendre pourquoi il y a eu finalement cette différence, pourquoi il y a eu peut-être certaines tribus qui ont surprotégé les femmes. Une femme, par exemple, n'est pas moins apte que l'homme à aller chasser. Simplement, si la femme meurt, c'est peut-être une tribu qui disparaît. Vous voyez ? Maintenant, aujourd'hui, il me semble qu'avec les moyens techniques que nous avons, qu'avec quand même l'instruction que nous avons et l'éducation, on serait en capacité largement de pouvoir dépasser, on va dire, ces cadres et ces problèmes historiques, justement pour atteindre enfin notre propre émancipation. Mais bon,
Mais vous voyez, je pense que c'est aussi... on peut parler de toutes les responsabilités des uns et des autres, des parents, etc. Je t'écoutais tout à l'heure. Oui, enfin moi je trouve que je suis complètement d'accord avec vous, mais je pense qu'être capable de se rapproprier son histoire pour analyser, ça peut nous aider à analyser, vous voyez, et peut-être à construire quelque chose de neuf, quoi. Voilà. Est-ce que c'est si simple que ça? C'est lourd, hein, les conditionnements. C'est extrêmement lourd. Il n'y a pas que cela, hein, comme conditionnement. J'écoutais à la radio le jour de la journée des droits de la femme, France Inter, donc il y avait plusieurs femmes qui parlaient, qui étaient dans des milieux d'hommes, donc c'était militaire, voilà, il y avait plusieurs femmes comme ça. Il y avait la première femme qui était diplômée marin-pêcheur en France. Et en fait, elle a dit quelque chose que j'ai trouvé très triste, en fait, parce qu'elle disait... bah oui, j'étais dans un milieu d'hommes, donc il y avait tout le temps des blagues salaces voilà, autour de moi, etc. Et finalement, bah, moi, ça s'est bien passé pour moi parce que je rigolais avec eux. Et en fait, j'ai trouvé ça quand même très triste de quelque part d'en arriver là et de ne finalement pas défendre. La seule chose qu'il faut, c'est être accepté par l'homme. C'est pas de défendre qui on est, mais c'est d'être accepté dans ce milieu-là. Et j'ai trouvé ça dur à entendre. Et même pour cette femme qui, peut-être, en parlait de responsabilité des femmes, justement, effectivement, d'accepter, voilà, qu'il faille passer par accepter la violence qu'il peut y avoir, banaliser la violence. Bon, c'est un peu ce qu'on a vu dans le spectacle à travers certaines scènes. Hein. Voilà, il faut rire d'une violence que la femme vit comme si c'était normal. Et comme si, voilà, socialement, il faut l'accepter comme ça. Si elle a accepté, c'est parce qu'elle n'avait pas d'autres moyens. Il fallait qu'elle survive dans ce milieu d'hommes. Donc, c'est pas forcément quelque chose de calculé. On est tous des êtres humains et on s'adapte à l'environnement dans lequel on est. Et pour pouvoir survivre, eh ben, on fait ce qu'il faut. Justement, j'allais arriver à cette question-là. Est-ce que les hommes, aujourd'hui, n'ont pas ce problème-là face à d'autres hommes, par exemple, de se faire vraiment accepter par un contexte, par un groupe, donc est-ce qu'on n'est pas dans le même fonctionnement qu'on soit femme ou homme? Pour rebondir dessus, je pense qu'il y a cet aspect de... Si on décortique la féminité, je pense qu'il y a la fragilité. Et c'est là où, en fait, je pense qu'on retrouve dans l'homme la même difficulté d'insertion, notamment dans le milieu militaire, où la dureté est tellement loi que c'est extrêmement difficile pour juste un homme qui aurait justement un petit peu plus un regard un petit peu différent et un petit peu plus, tout simplement un petit peu plus fragile. C'est quelqu'un qui va se faire écraser littéralement. Et c'est quelqu'un qu'on va détester parce qu'il est différent, encore cette différence-là. Et donc, ces personnes-là, elles ont deux choix, que ce soit une femme ou un homme, justement, qui se retrouve un peu, en tout cas, qui ne cache pas autant peut-être sa féminité ou qu'en a une plus grande. C'est soit il s'adapte, effectivement, ou en tout cas, il met un masque, soit il s'en va et il fuit. Et effectivement, mais c'est un milieu que je connais plutôt bien parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont militaires autour de moi. Ça change pas, quoi. Ça change pas et ça fait très longtemps. Alors, on peut dire que ça change s'il y a 1% de femmes peuvent parfois de temps en temps lever la voix, mais concrètement, quand ça change, c'est souvent parce que les hommes acceptent, malheureusement, que ça change parce qu'ils sont conscients que ça n'aura pas de conséquences réelles, directes, pour le moment. Et donc je pense qu'il y a un réel contre-pouvoir à mettre en place, une révolution là-dessus. Et malheureusement, je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner pour l'instant. Il faudra vraiment qu'il y ait vraiment un lever de bouclier unanime pour pouvoir changer l'administration, la société dans cette faiblesse-là, quoi. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup.
Et j'aime beaucoup l'anthropologie, l'ethnologie. Et j'ai un peu, c'est vraiment personnel, la conviction que se réapproprier son histoire, c'est l'histoire de l'humanité, c'est une façon de redécouvrir effectivement une histoire qui est autre. Et donc, moi j'ai travaillé sur cette question. Et pour ce qui est de la femme, je trouve intéressant de ne pas avoir des discours du genre la femme a toujours été soumise ou dominée par l'homme, parce que c'est pas vrai. Et donc quand on parle de l'histoire des déesses, il est intéressant de savoir que c'était des sociétés qui n'étaient pas patriarcales, mais qui n'étaient pas matriarcales. C'était des sociétés qu'on a appelées des sociétés matristiques. C'était des sociétés égalitaires, avec, d'après les travaux qui ont été faits, 3 genres. Le genre féminin, le genre masculin et le 3e genre qui comprenait toutes les personnes qui avaient en elles et du féminin et du masculin, que ce soit physiquement, que ce soit psychiquement, que ce soit émotionnellement. Et donc, il y a une femme qui en a parlé, qui s'appelle Maria Kimbutas. Elle a beaucoup parlé de ce phénomène-là. Donc, c'est un phénomène qui n'a nécessairement pas été relevé, parce qu'on est quand même dans une société patriarcale, et que pendant longtemps, on n'a pas du tout voulu voir qu'il y avait des femmes qui avaient une histoire en ethnologie, en anthropologie. Mais savoir qu'il y a eu des sociétés égalitaires et qu'il y a une histoire sur laquelle j'ai travaillé qui montre que, effectivement, les femmes avaient on va dire qu'elles avaient un rôle qui était de donner la vie aux enfants. C'était en tout cas un mythe. La réalité, elles peuvent donner des enfants, elles peuvent les faire naître avec l'aide des hommes. Et donc elles avaient ce rôle-là. Et les hommes, eux, aidaient les femmes. Et ils avaient pour rôle, et pas, c'était pas dans la domination, c'est qu'elles avaient ce pouvoir de donner la vie. Et la vie, il ne fallait pas la perdre, il ne fallait pas la contaminer. Donc elles ne pouvaient pas tuer les animaux. Elles ne pouvaient pas aller tuer des hommes, elles ne devaient pas faire couler le sang. Et de ce fait, elles ne pouvaient pas chasser, elles ne pouvaient pas guerroyer. Et donc la mission des hommes, c'était d'aller, eux, pour le bien de la société, d'aller chasser, d'aller guerroyer. Et il n'y avait pas de domination. Et il y avait le 3e genre qui avait le rôle d'être la médiation entre Dieu, les esprits, etc. Il y a une autre histoire, et ce serait simplement bien qu'à un moment ou à un autre, on réalise qu'il y a cette autre histoire, avant le patriarcat, où les hommes prenaient soin des bébés, ils avaient une sorte de congé prénatal et congé post-natal, mais c'est une histoire qui est tellement loin de notre culture que pour le moment, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas l'entendre et qui n'y ont pas travaillé. Mais c'est une réalité. Voilà, c'est juste simplement savoir qu'il y a une autre réalité. Voilà. Alors, est-ce que c'était ce 3e genre qui mettait en équilibre? Parce que c'était ma question de tout à l'heure. De dire le fait d'être une dualité, que ça compliquait tout. Donc, leur rôle, c'était ça. Ça reposait... Ce 3e genre permettait un certain équilibre aux 2 autres, finalement. Oui, parce que du coup, ces personnes nous, on appelle aujourd'hui avec notre regard des chamans. Donc, il y a Bernard Saladin d'Anglure, c'est un Canadien, qui a beaucoup parlé et beaucoup travaillé sur ce 3e genre, qui dit dans leur costume, on retrouve le masculin et féminin, toujours. Et voilà, toujours masculin et féminin. Et donc, il y a des photos qui sont très anciennes. Les premières photos, on voit des hommes en train de tisser, et on les voit en train d'aller à la cueillette. Et donc, quand on parle de tâches sexuées, ils avaient la possibilité d'être avec les guerriers et d'être avec les femmes. Ouais. Et donc, ce sont des photos qui sont vraiment très anciennes, vraiment les premières. Et on peut les voir. Et alors, pour dire les choses autrement, quand on est passé dans le patriarcat, comme ça je vais dire à peu près voilà ce qui apparaît, quand le patriarcat est arrivé, donc ces 3 catégories de tâches qui étaient réparties dans les sociétés, l'homme qui a été élu, je ne sais pas, l'homme qui devient roi ou qui devient chef, s'est approprié ces trois rôles. C'est-à-dire que le terme, par exemple,
tellement anodin, père de la nation, c'est qu'il a pris les attributs de la femme. Et on le voit en particulier sur des statues mayas, comment ça s'est passé dans la symbolique. Il est devenu le chef guerrier et il est devenu le médiateur qui a été choisi par Dieu, d'où le droit divin. Et donc, quand on est rentré dans le patriarcat, la domination s'est faite sur ces 3 genres. C'est-à-dire que le roi devient celui qui domine la femme, l'homme, les serfs, et qui devient un chef religieux. Voilà. Mais nous, on a oublié, parce que c'est une histoire qui ne nous intéresse pas culturellement, on l'a oublié. En tout cas, le monde qui est apparu a oublié cette histoire. Mais elle est quand même assez évidente, parce qu'on a beaucoup de traces de cette histoire, mais on ne s'en rend pas compte. C'est vrai que c'est quand même difficile de se rappeler quand on a des Christ à tous les calvaires. Hein. Christ en croix pour nous rappeler d'autres cultures. Oui, s'il vous plaît. Merci. Oui, mais je trouvais, enfin, toutes les interventions, je les trouve toutes intéressantes. Et, cette histoire des 2 sexes, masculin, féminin, et du 3e genre, me renvoie aussi à ce qui était dit auparavant sur le fait qu'on vit dans un monde très sexué et qui nous, en fait, nous parasite. J'ai envie de nous parasite, nous tous, qu'on soit homme, femme ou 3e genre, nous parasite parce qu'elle nous détache, elle nous ôte notre faculté d'être simplement au départ des êtres humains. À savoir que j'entends beaucoup là, oui, c'est la femme qui donne la vie. Non. Oui, la femme donne la vie avec l'homme, l'homme avec la femme. Bon, le 3e genre, c'est encore autre chose. La Gay Pride, moi je trouve ça très sympa parce que l'homosexualité s'est révélée au public avec un côté festif qui avait été incapable de créer, à part des manifestations de révolte qui peuvent être festives. Mais cette fête de ce que j'appellerais, alors là, un 3e genre, pourquoi pas, elle est que festif. Moi, elle me renvoie à ce qu'est effectivement la part de ces 3 genres, pour revenir à ces 3 genres, à cette part simple qui est la part de notre humanité. Et peut-être qu'on a beaucoup plus besoin de parler, non pas de ce qui nous sépare dans nos 2 sexes et dans ce 3e genre, mais dans ce qui nous, évidemment, dans ce qui nous rassemble, dans ce qu'on a en commun, simplement si on veut survivre, il faut vraiment qu'on lâche l'histoire du pouvoir. Si on veut survivre ensemble. Il y a vraiment une histoire de pouvoir en permanence qui circule entre nous, depuis le plus jeune âge jusqu'à notre dernier souffle, et qui nous parasite l'entendement. On est con, on n'est pas intelligent, on n'a pas de faculté de se sentir simplement des êtres humains, voilà, un peu détachés de ce qu'est notre sexualité. Voilà. Alors on en vit, heureusement, c'est magnifique, mais alors attention, faut essayer d'en sortir aussi souvent, et surtout actuellement, la période est suffisamment dure, trouble et mauvaise pour justement s'élever un petit peu, voilà. J'ai le souvenir de mes petits frères et sœurs. À l'époque, quand un enfant naissait, on ne lui attribuait ni une couleur, ni des vêtements. Je ne sais pas si certains ont le souvenir. Il était en grenouillère. Et en général, le jaune ou le vert, c'était les couleurs qui étaient choisies pour les enfants. Et il n'y avait pas de rose, il n'y avait pas de bleu, et il n'y avait pas de robe, et il n'y avait pas de pantalon. Et je sais aussi que les publicités des années 60 montraient des enfants qui jouaient ensemble au même jeu. Et depuis, maintenant, effectivement, on a habillé les enfants, on les habille très vite. Très vite, il faut qu'on reconnaisse que c'est un garçon. Il faut qu'on reconnaisse que c'est une fille, alors que ce n'était pas le cas quand j'étais enfant. Voilà, et effectivement, pour moi, ça me questionne beaucoup, le fait de devoir reconnaître tout de suite qu'un enfant est un garçon, tout de suite qu'une petite fille est une fille. Et je pense que c'est quelque chose qui handicape. La Norvège, par exemple, qui est un pays riche, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que plus le pays est riche et plus on va vers des accessoires qui sont catégorisés filles ou garçons. Et la Norvège, qui était beaucoup dans cet esprit, à un moment donné, a réalisé qu'elle n'avait, mais ça fait pas très longtemps, elle a réalisé, il y a peut-être 5-6 ans, qu'elle n'avait que des ingénieurs garçons, des hommes,
Et elle n'avait dans le soin que des filles. Et elle a même perdu à un moment son statut comme pays qui favorise l'égalité entre les hommes et les femmes. Et elle a retravaillé ça. Mais voilà, effectivement, le fait de devenir un pays riche, le fait d'avoir une certaine qualité, on est dans des artifices qui n'aident pas, en tout cas, comment ? La consommation, exactement, c'est ça, c'est la consommation. Voilà. Et du coup, même si on a un discours qui dit voilà, égalitaire, en réalité, on est quand même en train de mettre des bases qui ne le sont pas, sans s'en rendre compte, je pense. En tout cas, de domination malgré tout. Alors, moi, ma question, là, en réfléchissant un peu et en entendant tout ce que vous dites, c'est très intéressant, et en même temps, j'ai l'impression que est-ce qu'on est vraiment capable de se dire qu'on peut être pas différent ? Ça veut dire que est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui besoin quand même pour créer notre propre identité, de s'affirmer dans cette identité et de se dire bah, je suis une femme, je suis un homme, ou je suis entre deux peut-être, mais je suis quelqu'un qui est différent de l'autre. Je pense que c'est important la différence en fait. Je suis plutôt partisan de la cultiver, mais après pas de bannir justement les similitudes, c'est aussi tout à fait important. Mais pourquoi l'associer au sexe ? Voilà, c'est quelque chose que je comprends pas. Pourquoi un homme ne peut pas ressembler à une femme ? Pourquoi ne peut-il pas se sentir plus, oui, même femme plutôt qu'homme ? Pourquoi on se pose ces questions-là ? Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Et ouais, j'ai pas d'hypothèse là-dessus, mais je sais que c'est ce qui trouble tout, en fait. C'est que on est d'accord pour les différences, mais les filles et les garçons, voilà, il faut mettre une barrière. Clinique, d'accord, mais je crois qu'il y a plus que de l'administratif derrière. Il y a vraiment quelque chose de très fermé dans tout ce que l'on fait, effectivement, dans toutes les activités que l'on fait. Il y a quelque chose vraiment qui ressort à chaque fois. Et c'est cette histoire de sexe qui, pourtant, effectivement, c'est qu'un organe. Après, il y a le corps un petit peu qui est différent, mais il y a la vie. Voilà, chacun a des fonctions peut-être organiques différentes. Mais voilà, on s'en fiche quand je parle à une... Enfin, l'idée, c'est que normalement, quand on parle à un homme ou une femme, si on prend du recul, on réfléchit de la même manière. Enfin, on est capable, en tout cas, de réfléchir de la même manière. Donc, on devrait juste cultiver la différence, mais de manière transgenre. Et voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être fort. Oui, je vais intervenir, mais sans abuser rapidement. Je ne suis pas certain que l'aspect économique soit forcément le critère. Hein, on va au Pérou, par exemple, ou en Amérique latine, économiquement, c'est quand même des pays, des fois, qui sont quand même assez machos, où il y a un nombre de viols quand même assez important. Enfin, bref. Je trouve super intéressant ce que tu viens de dire. On peut remarquer comme ça, historiquement, par exemple, que le droit des femmes a souvent évolué après-guerre. Il y a eu une guerre, et souvent les droits évoluent. Alors, peut-être qu'effectivement, le critère, la problématique, à mon avis, je te rejoins, hein, je ne pense pas que ce soit un problème de sexe et de différence de sexe, mais on peut constater quand même que le rapport organisationnel et économique de la société intervient énormément dans cette inégalité homme-femme. La preuve, c'est que lorsque les hommes partent à la guerre, les femmes... On leur trouve suffisamment d'intelligence et de compétences pour les envoyer à l'usine et faire le boulot des hommes. C'est ce qui fait que les femmes, après la guerre, d'ailleurs, ont commencé à revendiquer leurs droits en disant « Attendez, vous êtes gentils, là, mais nous, on est capables, quoi. On est tout à fait compétentes, aussi compétentes que les hommes, parce que pendant qu'ils étaient en train de se faire hacher menu, chair à canon pour les multinationales, pardon, j'ai dérapé, et ben nous, on assurait tout, quoi. Hein ? Ça fait référence un petit peu à cette petite vieille en fauteuil roulant et tout ce qu'elle a vécu, entre autres. Donc, effectivement, moi, j'ai quand même la sensation que la différence sexuelle, ce n'est pas forcément le problème. Pour continuer sur le plan historique, entre les guerres, d'ailleurs, avec les années folles,
on se rend compte que les hommes s'habillaient en femmes, que la transsexualité, c'était quelque chose qui était finalement plus courante qu'aujourd'hui. Et ça aussi, hein, on ne le dit pas. On peut le voir quand même, hein, des fois, dans certains films, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les a appelés les années folles. Hein. Il n'y avait pas que les femmes qui étaient coupées à la garçonne. Voilà. Et en tout cas, moi, ma réflexion, elle se porte plutôt, effectivement, sur le type organisationnel. Comme si, voilà, il fallait assurer l'organisation économique d'une société en scindant le rôle d'une femme et le rôle d'un homme. Voilà. Moi, je rajouterais par rapport à ce que vous disiez, c'est que en termes de construction psychique, hein, la différenciation, elle est importante. Elle est même constitutive, hein, sur le plan émotionnel, sur le plan voilà, qui va jusqu'à la forme d'individuation. Mais effectivement, le problème que peut-être rencontre l'homme, à mon sens, c'est le besoin de catégorisation. Et là, c'est autre chose. Alors que ça soit une catégorisation homme-femme, bien portant, handicapé, enfin, quelle que soit la forme de catégorisation, et on vit nous, les êtres humains, dans un besoin sans cesse de catégoriser tout. Et du coup, ça conditionne forcément ce qui en découle. Alors que la différenciation, en soi, est quelque chose est une construction importante. Mais effectivement, on peut avoir tendance après à entendre des choses on voudrait tout aplanir d'un coup. Non, on est tous différents. C'est pas le sexe qui fait notre différence d'ailleurs. C'est le fait qu'on n'aime pas les mêmes choses, qu'on n'ait pas envie de faire les mêmes choses, qu'on n'ait pas envie de faire les mêmes sports, les mêmes voilà. Mais n'empêche qu'il y a aussi, tu disais tout à l'heure, tu n'avais pas beaucoup d'hommes qui venaient faire du théâtre. Nous, les psychologues, on n'a pas beaucoup d'hommes qui passent notre porte de cabinet pour venir dire qu'ils vont pas bien, ce qu'ils ressentent, ce qui est difficile pour eux. Et le peu que j'ai pu voir qui sont venus consulter, en cabinet, en tout cas à l'hôpital, c'est un peu différent parce que souvent c'est les autres professionnels, les médecins qui disent faut aller consulter, donc ils viennent. Mais quand on est sur une volonté, hein, en cabinet libéral, ils viennent quand c'est la crise. Ils viennent quand là, ça craint, je dors plus, ça va pas, j'ai envie de trucider tout le monde. Voilà. Ils viennent quand c'est la crise et puis en fait ils repartent. C'est pas des gens qu'on voit très longtemps non plus. Enfin, je parle de ma petite expérience à moi. Ils viennent pas très longtemps non plus parce que quand la crise aiguë est passée, ils passent aussi à autre chose et ils vont pas aller beaucoup plus loin sur qui je suis, comment je fonctionne. Alors que les femmes, il y en a que j'ai toujours depuis un certain temps, que j'accompagne depuis un certain temps, et c'est dommage. C'est dommage. Mais ça sent le conditionnement aussi de je suis un homme, je peux pas me plaindre, je suis un homme, je peux pas être en souffrance, je suis un homme, faut que j'aille bien. Enfin voilà. Et puis alors je suis un homme, faut surtout pas qu'on me voie aller voir un psychologue, quoi. Et une femme en plus. Voilà, total. À faire du théâtre, les femmes se mettaient à prendre une scie, à couper du bois, etc. Ça donnerait peut-être une impression qu'on contrôle moins la société, que ça risque de plus être trop, justement, d'être trop déstructurant parce que les gens n'auront plus les repères. Et c'est là où je pense que les personnes transsexuelles ou les personnes, effectivement, les hommes qui expriment une féminité ou les femmes qui expriment une masculinité, ça pose souci à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a, à mon avis, énormément cette impression de contrôle. Et on le voit, je trouve, encore plus actuellement, indépendamment des tensions qu'il peut y avoir de salaires différents, etc. Mais même dans par exemple, dans les rencontres où on a l'impression que les femmes qui sont, par exemple, devenues indépendantes financièrement, qui vivent seules, etc., font extrêmement peur aux hommes. Et à l'inverse, un homme qui exprime une féminité fait peur à grand nombre de femmes. Et du coup, on a l'impression que ces barrières un peu mouvantes de l'un vers l'autre font peur à tout le monde et que c'est beaucoup plus simple quand il y a quelque chose de très contrôlé, très tranché. Les hommes, c'est ça, les femmes, c'est ça, etc. C'est pour mieux régner. Ouais. Et je trouve que... Alors, c'était le parti pris, hein, de ce qui avait été mis en scène, mais il n'y a pas eu cette question de paternité, maternité ou du rôle père-mère
qui, je trouve, moi, met beaucoup en avant cette différenciation. Et d'ailleurs, pourquoi on est obligé de dire que quand un père donne le bain à son bébé, il fait un rôle maternant? Je me faisais une réflexion, je me disais, moi j'ai trouvé intéressant le positionnement, les propositions qui ont été faites, mais je pense que quand on pose un problème, il faut en même temps proposer une piste de solution. Donc j'ai trouvé intéressant le personnage de la grand-mère qui nous montre aussi que c'était plus dur avant et qu'aujourd'hui, certes, on se plaint, mais il y a quand même des évolutions, il y a quand même des choses qui avancent. Et du coup, peut-être proposer aussi des choses nouvelles. Alors, une réflexion, hein, c'est vrai qu'on dit que ce sont les enfants qui parlent beaucoup de kiki ou de sexe ou je ne sais pas trop quoi. En conséquence, on constate aussi qu'on est dans une société où, a priori, on rapporte beaucoup de choses au sexe. Mais aujourd'hui, la société aussi évolue. Il y a des femmes qui travaillent et des hommes qui ne travaillent pas. Et donc, en conséquence aussi, qui prennent aussi leur place au quotidien. Et donc, du coup, ça, on ne le montre pas non plus. Je pense qu'il faut montrer aussi ces évolutions-là. Quand on pose un problème, on me dit souvent, tu viens avec un problème, mais viens aussi avec une solution, avec une proposition. Quelque chose qui ouvre, hein, après qui peut être discuté. Et moi, je trouve que peut-être à la place de la différence, du constat des sexes différents, etc., on pourrait parler peut-être de complémentarité, puis de valoriser cette complémentarité. Et on sait, dans les couples qui durent, on passe par différentes étapes. Et l'étape qui fait grandir, c'est l'étape où on accepte l'autre aussi dans sa différence, on propose, et quelquefois ça s'inverse aussi. Et c'est dans la durée qu'on grandit et qu'on éprouve aussi des choses. Voilà. Alors si on reste à l'idée du sexe et compagnie, ça s'essouffle vite. On passe à autre chose et puis on évolue, on peut y revenir. Mais en tous les cas, voilà, les enfants, quand ils voient un père qui est au chômage et que la mère travaille, ben, dans leur tête, ils voient autre chose. Avant-guerre, ils voyaient que des hommes qui travaillaient, ils voyaient leur mère aussi au domicile. Voilà. Et puis après, ils ont vu leur maman aussi travailler. Donc petit à petit aussi, le regard des enfants évolue. Aujourd'hui, il y a des enfants qui voient leur mère travailler puis leur père qui ne travaille pas. Donc forcément, les rapports s'inversent. Donc on a des choses qui se passent. Moi, je crois plutôt à la différence. Certes, elle est évidente, elle doit être soulignée. Mais il est vrai aussi que quand on porte quelque chose, il faut porter aussi en même temps quelque chose vers lequel on veut aller. Et dans la personne âgée, j'ai trouvé intéressant aussi qu'elle nous ouvre les yeux aussi sur avant, comment c'était dur aussi et comment on flippait. La pilule, enfin, c'est génial. Et la pilule, encore, je trouve ça nul, mais le stérilet, c'est encore mieux, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Enfin, il y a des choses qui existent qui sont libératrices. Et on n'imagine même pas ce que les autres vivaient avant, alors que c'est pas vieux. Hein. Voilà, c'est génial, quoi. On vit en France, quand vous nous décrivez ça, on se demande où on est, quoi. Il n'y a pas de temps, on se demande où on a atterri, quoi. Alors que tous les jours, on peut se promener, soit les cheveux couverts, soit les cheveux découverts, enfin, en jupe courte. Oui. Moi, je suis d'accord avec vous, mais par contre, ça me fait penser à un échange que j'ai eu avec une féministe qui a fait 68, une psychologue bientôt en retraite et qui était venue vraiment nous faire la leçon. On l'avait assez mal pris. On était des jeunes psys, des jeunes femmes psys, et qui nous disait, mais vous, votre génération, elle fait quoi pour défendre tous ces acquis que vous avez eus grâce à nous? Et effectivement, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, que voilà, on est dans une société quand même plus libérée que dans d'autres. Mais par contre, pour avoir été récemment, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été à l'ouverture de Simone de Beauvoir, il y a eu un débat très intéressant sur la régression par rapport à un droit de la femme qui est celui de l'avortement, hein, qu'il y a de moins en moins de praticiens aujourd'hui voilà, qui sont financés par l'État. En fait, j'ai trouvé intéressant, moi je ne suis pas une féministe qui revendique, mais par contre, cette conscience de se dire que si effectivement on continue à penser que nos grands-mères se sont battues pour nous, pour qu'on puisse avoir la pilule, pour qu'on puisse avoir le droit d'avorter, etc., si on oublie finalement qu'il faut qu'on reste quand même sur le terrain, faire des débats, être présent sur des manifestations, oui, avec les élections qui approchent et autres, avec les mouvements régressifs à l'œuvre sur le plan politique, on peut les perdre, ces acquis. Je trouve que je suis d'accord avec vous, il faut avoir des pistes de solutions, il faut avoir envie aussi de trouver quelque chose qui nous permette d'avancer, mais en même temps,
Enfin, le réel, il nous montre aussi que cette question de la condition féminine, elle est toujours en suspens, rien ne sera jamais acquis. En tout cas, moi, cette psychologue, je la remercie, parce que cette engueulade, elle était aussi salvatrice, quoi. Moi, en fait, j'ai un sentiment qui est un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois par des soirées comme celle-ci, et par les sphères personnelles dans lesquelles j'évolue, plutôt des sphères sensibles, artistiques, etc., j'ai plutôt aussi l'impression, en étant très présent aussi sur les réseaux, qu'il y a cette vigilance. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'une contamination positive par l'exemple, par le dialogue, et qu'on est quand même à une époque où, de plus en plus, et heureusement, on est à la fois vigilant des pertes d'acquis possibles, mais on est aussi dans une société où de plus en plus, alors ça peut rester une fraction, forcément si on parle de loin, mais de plus en plus, les hommes, ou en tout cas une certaine frange effectivement de population masculine, commence à évoluer en termes de notions de complémentarité dans le couple, d'équivalence et d'égalité. Et je suis, moi, de nature très optimiste, mais au-delà de ça, dans ce que je peux percevoir, ne serait-ce que dans mon environnement proche, alors qui est plutôt effectivement qualitatif dans cette sphère-là, je pense qu'il y a les germes de quelque chose qui peut être extrêmement positif pour le futur. Et effectivement, je pense que la soirée participe de ça. Alors que des soirées comme ça, il n'y en aurait peut-être pas eu il y a, allez, on va dire avant mai 68. Et même si les femmes ont besoin de se retrouver ensemble pour réfléchir, c'est quand même bien de le faire avec les hommes. Hein, Philippe ? Oui, mais... Non, mais... Parce que parler de la condition féminine, c'est ce qu'on disait quand on a préparé le débat avec Epsilon. Hein, on ne peut pas parler de la condition féminine sans parler de la condition des hommes aussi. Je suis complètement d'accord. Dont on a parlé, dans la pièce parle aussi. Mais voilà, je veux dire, ce type d'association, de structure existe, et je trouve que c'est bien aussi de se pencher dessus, de comprendre, d'échanger. Voilà. Et, vous savez, c'est comme, je dirais, à une certaine époque, et encore aujourd'hui, vous avez des gens qui sont opprimés dans leur travail, qui sont exploités. Il ne leur viendrait pas à l'idée, par exemple, d'inviter leur patron, vous voyez, pour parler de la lutte des classes, vous voyez, par exemple. Pourquoi pas ? Donc, alors pourquoi pas, hein, mais non, mais disons qu'il y a déjà, chez une personne opprimée, je pense qu'il y a déjà la nécessité de prendre contact avec d'autres personnes opprimées pour échanger, pour discuter, c'est-à-dire de casser en fait une barrière, parce que c'est difficile quand vous êtes cassé, hein, voilà, vous le savez, vous en recevez tous les jours chez vous, c'est difficile de parler. Moi, je vois effectivement au théâtre, moi je le vois, le théâtre pour moi c'est un outil d'émancipation, et qui plus est, je vois les corps évoluer, je vois les paroles, les langues se délier, et c'est une façon de se rapproprier son être. Et du coup, après, on est plus ouvert, on a envie d'échanger avec les autres, mais on n'a pas forcément envie d'échanger avec des gens qui vous dominent ou qui vont vous manipuler. Moi, pour avoir été patron, un jeune patron, il y a quelques années, je connais bien, alors je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je connais bien les ficelles du management et de la manipulation, même si les choses évoluent. Alors, je ne vais pas dire que tous les patrons sont des salauds, mais en tout cas, nous sommes effectivement pris, tous que nous en sommes, au travers de nos différentes classes sociales, et nous sommes pourtant république. Alors, classe sociale, déjà, je ne sais pas, ça devrait faire réfléchir, mais bon, voilà. Ceci dit étant, chacun essaie de subvenir à ses propres besoins, et ça passe par des intérêts économiques. Donc, ces rapports de domination transpirent à travers des organisations sociales, des organisations économiques qui divisent les gens. Alors, les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les roms, les pas-roms, les ukrainiens, les pas-ukrainiens, enfin bref, tout ce que vous voulez, quoi. Alors que moi, je le vois, à mon humble niveau, moi, je trouve qu'il y a au fond de nous une nature, alors qui est peut-être contradictoire, mais qui a envie de bonheur, qui a envie de rencontre, qui a envie d'émancipation. Et je trouve que... Alors, c'est là où je te rejoins et j'ai envie d'être optimiste. Je me dis qu'il y a des gens qui se donnent un mal fou à nous imposer une organisation et une culture pour effectivement continuer à nous diviser, à nous opprimer et à nous aliéner, quoi. Donc, voilà, tout n'est pas perdu peut-être.
Moi, j'avais une réflexion qui est un peu en parallèle, mais qui ne va pas exactement dans le même sujet, on va dire. Mais c'est la question de comment la femme aussi fait perdurer cette ségrégation, entre guillemets. C'est-à-dire que on voit certaines femmes qui, plutôt que justement d'aller vers l'émancipation des femmes, au contraire, vont vers l'inverse. Bon, en France, on en a dans la classe politique, et puis dans d'autres pays, on en a aussi. Enfin, Laetitia t'en parlera mieux que moi, mais la question de l'excision, c'est les femmes. C'est les femmes qui font perdurer la tradition de l'excision, oui. Ouais. Enfin, donc moi, je travaille aussi en parallèle d'Epsilon au CHU de Nantes auprès des populations migrantes, primo-arrivantes, donc des personnes qui arrivent très récemment en France. Et j'entends aussi toutes ces femmes parler de ce qu'elles vivent. Alors, je parle des femmes là parce que c'est ce qui, moi, me percute, moi, en tant que femme. Et effectivement, je vous rejoins en disant waouh, quand même, on a vachement bougé, mine de rien, même si c'est pas gagné et qu'il faut continuer à être vigilant pour pas perdre ce qu'on a acquis. Mais effectivement, voilà, le mariage forcé, où effectivement, quand la femme va voir sa mère en lui disant mon mari me fait du mal, me bat, je veux partir, sa mère lui dit non, tu pars pas, tu vas avec ton mari et c'est ton devoir de femme de... Voilà, alors que sa mère potentiellement vit aussi exactement la même chose avec le père de cette femme. Les femmes qui font perdurer effectivement la question de l'excision, avec parfois des hommes qui s'y opposent, qui ne sont pas d'accord, mais c'est une femme de la famille. Alors ça peut être côté maternel, paternel, une tante, une grand-mère qui vient chercher l'enfant derrière le dos parfois des parents pour faire perdurer la tradition de l'excision. Et ce sont des femmes qui procèdent à l'excision aussi. Notre responsabilité à nous, pour ne pas aller aussi loin, de femmes qui voulons s'émanciper, aller travailler à l'extérieur, mais qui aimons aussi garder la main sur sa maison, sur les enfants, qui ne partagent pas toujours ses rôles. Enfin, j'ai aussi au cabinet en libéral beaucoup de femmes qui viennent voir en disant « Ah, on fait tout ». Et en fait, qui très vite comprennent dans le travail qu'elles font que, en fait, elles ne lâchent pas prise non plus. Et que de toute façon, quand l'autre fait, et comme il le fait mal, alors après il le fait plus, enfin après c'est le bazar. Enfin, je le résume et je la fais courte, mais effectivement, je pense qu'il y a les deux. C'est nos conditionnements, ils sont durs à lâcher, et on les fait perdurer aussi en tant que femme finalement, ces conditionnements-là. Et alors là, du coup, je rebondis sur ce que vous dites et sur ce que le monsieur disait. C'est encore une question de pouvoir, parce que finalement, ce foutu besoin de détenir le pouvoir fait faire aux femmes justement cette sempiternelle perpétuation de la tradition, parce qu'elles maîtrisent quelque chose, c'est leur domaine, c'est leur pouvoir, ici, là, maintenant. On ne peut pas leur enlever ça, sinon elles n'ont plus rien. Et quand on entend ces femmes de notre société effectivement se plaindre qu'elles font tout, etc., mais c'est le seul pouvoir qui leur reste peut-être dans leur vie, parce qu'elles n'ont pas de satisfaction ailleurs, c'est de vouloir maîtriser au maximum les choses de façon à se sentir exister. C'est terrible, parce que là on touche en fait la quête du pouvoir vers une quête d'existence. Et c'est quoi le rôle qu'on donnerait à ces femmes si on leur enlevait le rôle de l'excision? Si ça se trouve, la société ne leur trouve rien d'autre aujourd'hui. Enfin, je ne connais pas, moi je ne suis pas allée sur place, mais j'ai vu des reportages et je me dis effectivement, aujourd'hui, elles ont un vrai rôle dans ce rôle terrible, mais on leur offre quoi comme parallèle? Si demain on disait, voilà, on arrête, c'est interdit l'excision, elles seront quoi aux yeux des autres et de la société? L'excision se fait dans des pays où c'est interdit aussi, où il y a des lois. Après, il y a traditionnellement... c'est-à-dire que quand même, l'excision, c'est pas rien, c'est enlever le clitoris. Ça veut dire que c'est enlever la question du plaisir sexuel à la femme. Voilà. Il n'y a que l'homme qui doit pouvoir jouir de quelque chose dans l'acte sexuel et pas la femme. Et il y a aussi la question de ce qu'elles peuvent en dire, en tout cas, de si je suis pas excisée, je suis une garce, quoi. Je suis une salope. Donc je suis pas bonne à marier, donc en fait, il n'y a pas le choix. Alors après, j'ai des femmes qui ne se rappellent pas de leur excision parce que
ça a été fait tout petit, etc. Et puis j'ai aussi des femmes qui se souviennent très bien de leur excision, parce que ça a été fait à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 20 ans, et avec une difficulté en plus à connaître son corps, à connaître la féminité, ce que ça représente. Et quand elles viennent à l'hôpital justement demander, parler de leur excision à des gynécologues qui sont spécialisés, notamment dans le service de l'UGOMS à l'hôpital mère-enfant, avec la possibilité de faire des reconstructions, c'est une question que parfois elles ne peuvent pas se poser parce que nous, on a les moyens de reconstruire le clitoris et de leur redonner une place de femme. Et certaines disent en fait non, ça m'angoisse, je ne peux pas aller vers ça parce que je ne sais pas comment je l'assumerai, cette question-là. Et donc c'est au-delà d'une question juste corporelle, c'est carrément un cheminement et une identité sexuée que ce qui s'est passé, en tout cas par rapport à cette excision-là. Même si on a des moyens, nous, effectivement, de reconstruction, c'est pas si simple. Ce que je trouve, parce qu'on va essayer quand même de conclure, ce que je trouve très intéressant dans le débat, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, c'est qu'on partait sur la condition féminine, on parlait vraiment de la place de la femme, que ça soit dans l'Antiquité jusqu'à maintenant, en prenant des exemples de l'histoire et tout. On est arrivé à un moment pour dire que l'homme quand même existe en face et qu'il y a aussi des émotions à exprimer, qu'il y a aussi beaucoup de choses à exprimer de la même manière. On est arrivé à dire aussi qu'on était quand même dans des sociétés égalitaires, et est-ce qu'on n'est pas non plus peut-être dans un retour un petit peu à ces sociétés où on commence quand même un petit peu à retrouver un certain équilibre sur certaines tâches, certaines choses. Et finalement, on s'est retrouvé en train de dire que le problème, il est beaucoup plus grand que ça finalement. Il n'est plus homme-femme, que les femmes entre elles, elles veulent aussi la souffrance d'une manière et d'une autre, que la femme ne lâche pas prise pour laisser la place à l'homme quand même, et on se retrouve quand même dans un débat qui va nous amener peut-être à réfléchir à une autre dimension. Est-ce que c'est vraiment un problème entre sexes, ou est-ce qu'il ne faut pas aller voir un peu dans l'humain d'une manière beaucoup plus large, et voir vraiment cette identité qui est en nous, comment on arrive à vraiment trouver son identité sans être dominant, sans être dans le pouvoir et sans cracher sur l'autre et sans écraser l'autre. Comment est-ce que je peux être moi sans écraser l'autre, que ce soit homme ou femme? Pensez justement à l'art ou à la psychanalyse, que ce soit théâtre ou n'importe quelle forme d'art finalement, c'est-à-dire comment le sujet se crée et tente en fait de sortir de schémas d'aliénation. Déjà, il faut avoir conscience qu'on est aliéné avant de vouloir en sortir, avant d'être dans la verbalisation des émotions, de ce qui nous traverse. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est plus cette question-là du sujet humain, finalement. Quand est-ce qu'à un moment donné, on décide de sortir, de se désaliéner, on parle bien de ça en psychanalyse, se désaliéner déjà des figures parentales pour essayer d'être un individu, sortir justement de ces conditionnements, même inconscients, qui nous sont transmis. Mais ça part quand même d'une volonté du sujet. Tout à fait. Et ça, cette question-là, je trouve que c'est aussi la maladie en même temps de notre société, puisqu'on nous demande d'être hyper responsable de tout. Il faudrait qu'on s'auto-détermine en permanence. Et je trouve que cette question-là de la condition masculine et de la condition féminine, pour moi, je trouve que la psychanalyse, c'est un des moyens, en tout cas, à un moment donné, si cette question nous taraude de trop, d'aller voir de plus près. Je vous propose qu'on termine le sujet, qu'on finisse là-dessus, et on vous dit un grand merci. Parce que vous êtes quand même assez nombreux à ce débat. C'est une très belle participation.